C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Bonjour. donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Marcastel. Avec lui, nous voyagerons dans le monde de Terre, un de ses derniers romans. Donc, vous avez à droite le forum de discussion pour poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Et voilà, mais peut-être qu'avant d'embarquer pour Terre, peut-être que Jean-Luc, vous pourriez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je suis Jean-Luc Marcastel, hein, donc auteur de romans en grande partie pour la majorité imaginaire, adulte et jeunesse. Entre autres, le premier, un des plus connus, c'était Louis le Gallou. Après ça, on suivit donc Frankia chez Mnemos, puis après le Simulacre, qui avait gagné le prix de l'imaginaire en 2015, et puis le dernier hiver, et d'autres, et beaucoup d'autres, et dernièrement, donc Terre et Yoko, dont je parlerai demain, hein, qui sont les deux derniers parus donc en début d'année. Voilà. Et là, le deuxième de Terre, deuxième tome, devrait paraître ce mois de mars ou début avril. Voilà. Enfin, incessamment sous peu. D'accord, donc bientôt. Bientôt. Que quand on a fini Terre, on a envie de connaître la suite. Ah, j'espère, c'est fait pour en tout cas. Alors peut-être que vous pourriez en parler un peu pour donner envie, aussi Oui. aux autres personnes de connaître la suite? D'accord, ben, je vais essayer de présenter un petit peu le monde, l'univers, un petit peu en étant le plus précis, concis possible. Alors, Terre, ça appartient un petit peu à la catégorie de ce qu'on appelle, on va dire, des planètes opéra, hein, un petit peu. Alors, la post-apocalyptique, en plus, alors ça fait beaucoup de choses, hein. Alors, Planète Opéra, pourquoi? Parce que c'est un livre, c'est un peu, je pense que c'est la tentation de tout auteur peut-être de science-fiction à un moment donné dans sa carrière, surtout s'il a aimé le Dune de Frank Herbert, dont on parle pas mal cette année, puisque le film devrait sortir. Bon, moi, je suis tombé dans Dune quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai adoré, évidemment, j'en étais fou, et puis surtout, j'ai adoré cet univers foisonnant et très, on va dire, très abouti, où on a vraiment l'impression que bah, l'auteur, au-delà du livre, hein, peut nous raconter plein de choses. Il suffit qu'on lui pose une question. À la fin, d'ailleurs, il y avait des annexes à la fin du roman pour développer un peu les choses, en découvrir plus. Et donc, depuis très, très longtemps, j'ai toujours eu cette tentation de créer, moi aussi, entre guillemets, mon dune à moi, mon univers, mon monde univers à moi. Et donc, ben, ça m'a poursuivi très longtemps. Et petit à petit, j'ai eu une idée comme ça de monde qui a commencé à pousser en moi. Donc, j'ai commencé à prendre des notes. Et petit à petit, ben, je me suis lancé. J'ai commencé à écrire sur ordinateur on va employer un anglicisme, hein, tout un background, hein, sur l'univers de Terre. Alors, ça a commencé par l'historique, puisque ça se passe dans le futur, hein. Et puis après ça, j'ai commencé à décrire la géomorphologie un peu de tous les territoires, puis la faune, puis les peuples. Bon, enfin bref, tout ça a fini par faire un volume de presque 500 pages, hein, on va dire, d'histoire, de géographie, de société. Et donc, une fois que j'ai eu bah, ces 500 pages devant les yeux, j'ai dit, il faut quand même que j'en fasse quelque chose. Et donc, du coup, je me suis mis à écrire donc l'histoire en fait, d'une fraction pour moi de cet univers que j'avais en tête, hein. Dans l'absolu, j'aurais presque 9 livres peut-être en tête, hein. Les trois ça sera une trilogie, là, cette série. Les trois que je suis en train d'écrire là, qui se déroulent donc après le cataclysme dont il est question, je vais vous en reparler, et trois peut-être avant et peut-être même encore après. Enfin, pour l'instant, on va voir comment la première série fonctionne, hein. Mon éditeur m'a dit oula, 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 où tu vas là, où tu vas. Ouais. Mais donc voilà, pour l'instant, nous sommes partis sur 3 volumes. Donc voilà, les 2 premiers donc, sont écrits et le deuxième devrait sortir. Alors, de quoi on parle? Donc Terre se déroule dans le futur, hein, assez longtemps dans le futur. Et dans notre futur, d'abord, ben, les hommes ont colonisé le système solaire, on va dire, ont établi une colonie permanente sur la Lune, dans notre avenir. Voilà, le gouvernement terrien s'est unifié après diverses guerres qui ont eu lieu. Il y a eu diverses guerres entre plusieurs États, enfin, dans le monde. Et après ça, donc, la paix est revenue et le gouvernement s'est unifié. On commence donc, vraiment l'exploration spatiale quand quelque chose se produit sur la Lune, il y a quelque chose, une expérience, on ne sait pas trop, qui tourne mal
Et l'administrateur de la Lune, on sait que quelque chose s'y est passé, quelque chose de terrible, mais on ne sait pas quoi. Enfin, certaines personnes le savent, mais très très peu. Et en tout cas, la Lune et son gouvernement envoient un ultimatum à la Terre, demandent l'indépendance, et si la Terre n'accepte pas, en fait, enverra un missile antimatière sur la Terre. Donc la Terre réplique par l'envoi de plusieurs croiseurs de combat. Deux sont interceptés, le troisième s'abat sur la cité lunaire et la détruit, mais pas avant que la Lune n'ait envoyé son missile, sa bombe, et donc qui explose sur Terre, crée un cataclysme gigantesque. Et donc, le monde est balayé par des souffles de flammes, etc. Une partie de la population réussit on va dire, à se réfugier dans ce qu'ils appellent des cités Perséphone 4, c'est-à-dire des cités souterraines qui avaient été bâties dans le conflit précédent pour le cas où, justement, voilà. Mais évidemment, toute la population ne peut pas. Donc, certains s'enferment dans ces cités souterraines qui sont capables de tenir très, très longtemps. Et donc, et survit. Et survit. Pendant ce temps, le monde, dehors, pendant 1000 ans, donc est plongé dans l'obscurité, un peu suite à ce qui s'était passé finalement quand la météorite a détruit les dinosaures, si vous voulez. Donc le monde est recouvert d'obscurité, le monde continue d'évoluer, c'est ce qu'ils vont appeler plus tard le nocturnage, l'âge des ténèbres. Et donc voilà, ces communautés humaines survivent dans ces différents abris, coupées les unes des autres. Enfin, certaines sont encore reliées, mais d'autres non. Et donc, au bout de 1000 ans, petit à petit, donc les ténèbres commencent dehors, les nuées commencent à s'éclaircir, à s'entrouvrir, et donc les hommes vont commencer à ressortir de ces cités souterraines où ils ont survécu, certains plus ou moins vite, et chacun va rebâtir. En fait, se réapproprier ce monde qui ne les attend plus finalement, un monde qui a évolué sans eux, un monde plus sauvage, un monde dangereux où il y a des espèces mutantes qui sont apparues ou différentes, plus dangereuses. Et tout a été bouleversé par le cataclysme. Et donc, mon histoire se déroule sur le territoire de ce qui était l'ancienne France, une partie de ce monde de terre, ils appellent terre, T-H-A-I-R. Et donc, sur ce territoire, il y a plusieurs régions. Donc, la région d'Avarnia, qui est, elle, dominée par un gigantesque volcan. Le volcanisme s'est réveillé, donc il y a une espèce de gigantesque volcan, des vallées qui partent en éventail autour, et une civilisation, on va dire, néo-féodale, parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que les survivants utilisent une partie de ce qui reste de l'ancienne technologie sans parfois la comprendre ou être capable de la réparer. Mais donc, on a des fois des mélanges d'archaïsme, si vous voulez, et de choses ultra-modernes. Par exemple, sur le territoire d'Avarnia, il y a des espèces de châteaux, de gigantesques forteresses, ce qu'ils appellent des castelliars, et donc dedans, les champions de ces châteaux et des châtelaines, des castellaïnas, donc des châtelaines qui dirigent ces sociétés, utilisent des armures cybernétiques de 6 mètres de haut pour se combattre, mais un petit peu comme le feraient les chevaliers médiévaux, en fait. Mais avec des choses capables de calciner une forêt en quelques secondes. Sauf qu'ils n'utilisent pas toujours les... Mais par contre, ils ont forgé aussi des espèces d'armes, des épées, etc., pour se combattre, donc des espèces de géants qui se combattent comme ça. Par contre, si elles tombent en panne, mais ils sont pas forcément fichus de les réparer. À côté de ça, par exemple, alors du coup, il y a une gigantesque faille qui sépare maintenant, on va dire, qui va de la Méditerranée, de ce qui était l'ancienne Méditerranée, jusqu'au rivage de l'océan, ce qu'ils appellent l'océan Mangespoir, qui était l'ancien Atlantique, et donc balayé par des courants, des masses carrés gigantesques. Et de l'autre côté, donc, il y a la fédération de Garonaï, dont la cité, la capitale est Tolosania, qui est dorénavant un espèce de port fluvial gigantesque avec des immenses écluses qui se ferment pour les grandes tempêtes, et d'où partent des navires de pêche, parce que dans cette espèce de fleuve, il y a des créatures, entre autres, qu'on appelle des crocongres, espèce de mélange entre des crocodiliens et des congres gigantesques, et donc ils vont pêcher ces créatures tous les jours au risque et péril des équipages. Voilà, donc un peu le monde dans lequel on se trouve. Il y a encore d'autres régions, Alpianar, Bryce, voilà, donc dont on parlera plus tard. Et oui, donc dans Terre, on suit donc une Castellaire. La Castellaina, c'est la Castellaina, châtelaine. la Castellaina, c'est une châtelaine, châtelaine, la châtelaine voilà, qui est donc l'héroïne. D'un côté, l'héroïne, on a, oui. en fait, on a deux
on suit deux couples, en quelque sorte, de héros. Mmh. Donc elle, donc Fairea, qui est donc une Castellana, donc en fait une jeune châtelaine, si on veut, d'un de ces clans. C'est comme les clans Scott un petit peu, hein, qui vivent Mmh. d'un de ces clans qui est dans sa forteresse. Hein, ce qu'ils appellent des toils, c'est des clans en fait, et qui va hériter elle au début donc de la direction de sa forteresse que va lui céder donc sa doyenne. Et donc, elle va avoir pour charge, puisqu'il y a un danger, on sait qu'avant le cataclysme, quelque chose s'est déroulé sur la Lune, hein, quelque chose de terrible, hein, qui a causé le cataclysme. Et certains parlent d'un mal, ce qu'ils appellent un haut mal, ce qu'ils appellent la La malpeste. Malpeste. La malpeste, voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est, ils ne savent pas exactement, ils disent que c'est tout ce qui est la corruption de la chair, enfin, etc. Ils ne savent pas trop, mais c'est quelque chose qui est un peu comme un croque-mitaine. Hein, voilà. Et il y a un nom qui revient, qui est celui d'Arken, qui était lui le dirigeant de la colonie lunaire, et en fait, c'est lui qui a lancé la bombe sur la Terre, donc on dit tout le temps Arken le maudit, c'est un peu comme un démon, et on sait que c'est lui, il est lié à cette espèce de fléau, on ne sait pas ce que c'est. Et cette malpeste, au début de l'histoire, justement, va se manifester, va attaquer donc le Castelliar, le château, hein, du clan de notre héroïne, attaquer son peuple. Et donc, elle, sa supérieure, en quelque sorte, sa mère supérieure, celle qui dirigeait le clan avant elle, va dire, écoute, voilà, on savait, nous, de notre clan, nous sommes des veilleurs, sous notre forteresse, on a une arme contre le mal, on la garde depuis 1000 ans, on sait que ça peut arriver. Et maintenant, c'est toi qui en auras la charge parce que ben, voilà, elle lui passe la main et donc elle va devoir aller trouver cette arme pour essayer de combattre la malpeste sans savoir quelle est cette arme, quelle est la nature exacte de cette arme. Et elle va être bien surprise quand elle va le découvrir et elle va devoir quand même payer de sa personne pour la récupérer. Et donc ça, c'est le premier couple enfin, premier Mmh. couple. Enfin voilà, on Faut suit pas en donc, dire trop, oui. je ne vais pas en dire trop, Mmh. mais on suit donc notre Mmh. héroïne. Et donc ça va être assez mouvementé, hein, Mmh. puisqu'on commence directement, hein, l'histoire commence directement avec l'attaque de la forteresse par ces créatures. Et donc à côté de ça, on va suivre aussi un autre personnage, un autre couple. Et donc là, c'est un jeune harponneur. Yaïn. Est-ce que Yahin, c'est comme voilà, ça tout à qu'on dit? fait. Yaïn. Yahin, Et tout sa à belle fait. sirène. Et sa belle sirène, voilà, puisque donc lui est un jeune harponneur qui est dans le delta donc de Garona, et en allant vers l'océan Mangespoir, donc le fleuve se transforme en delta. Et donc là, c'est des espèces de marines, une espèce de mangroves, hein, on va dire, hantées par des créatures assez redoutables aussi. Entre autres, il y a ce qu'on appelle des crapogres, des espèces de crapauds gigantesques, énormes, un peu comme capables d'avaler un homme. Et on a des crasèches, où là, c'est des espèces de sèches gigantesques qui vivent dans le delta. Et donc, lui est harponneur à bord d'un crasséchier. Donc, il va harponner ces créatures. Et donc, il a un don pour ça. Et il a un vieux capitaine qui l'aime beaucoup parce qu'il est doué. Et donc, au début, il débarque. Et en fait, lui, il a une histoire d'amour, mais un peu particulière, car il est tombé amoureux, effectivement, d'une sirénaire, d'une sirène. En fait, ce qu'on appelle les sirénaires, ce sont des descendants d'un peuple que les hommes ont créé avant le cataclysme. La recherche génétique pour mettre en valeur les fonds marins, avait fait, donc les humains avaient créé des hommes, ce qu'ils appellent les Homo orcinus, des hommes avec des gènes d'orques et polars, entre autres, mélangés et améliorés, etc., capables de vivre, de respirer sous l'eau, pour coloniser, hein, les fonds marins. Et malheureusement, donc c'était très peu de temps finalement avant le cataclysme. Et même les humains, même à cette époque-là, se méfiaient un petit peu. Il y avait quand même une certaine méfiance envers cette nouvelle humanité qui vivait sous les flots. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il y avait des couples qui se formaient entre les deux, bah, c'est toujours le gène Orcinus qui prend le dessus. Donc il y avait déjà à l'époque une certaine ségrégation. Mais bon, mais depuis le cataclysme, les deux humanités ayant été totalement séparées et ayant évolué séparément, depuis, on considère, les hommes de la surface considèrent que ce sont des créatures un petit peu infernales, et dès qu'ils en retrouvent un ou une rejeté sur les côtes, généralement, ça finit assez mal pour eux. Souvent, les hommes sont massacrés. Les femmes, des fois, soit elles sont tuées, soit certains les prennent pour les envoyer dans des lupanards ou des choses comme ça. Enfin, leur sort est très, très peu enviable. Et donc, mon héros a trouvé, brossé sur une plage dans les rochers, une jeune femme de ce peuple-là. Et lui, bah, au contraire, il est bouleversé par cette jeune femme qui vient d'un autre monde. Et donc, il l'a cachée.
il l'a soigné, il l'a aidé, et donc évidemment, il en est tombé amoureux, et c'est réciproque, mais malheureusement, leur histoire va être un peu contrariée, car elle va être enlevée par des esclavagistes, en quelque sorte, et lui va se lancer à sa poursuite, à leur poursuite, pour la retrouver et la sauver. Et voilà, il va être aidé en cela par recueilli et sauvé et aidé par ce qu'on appelle un postiaire, un Un membre des postier. postes, voilà, des postes de Tolosania, mais qui est beaucoup plus qu'un simple postier, en fait. Ça, on Puisque c'était l'apprendra un plus tard. prêtre. C'est ça, un prétoriaire, un membre de la garde, enfin de la garde d'élite, hein, de Tolosania, qui a été un petit peu rétrogradé parce qu'il a fait certaines choses, hein, qu'on juge répréhensibles, et donc on l'a envoyé un petit peu voilà, en disgrâce. Mais au départ, c'est quand même un soldat d'élite, mais qui a des raisons d'aider ce jeune homme, des raisons personnelles, hein, d'aider ce jeune homme. Oui, c'est ce qu'on comprend dans l'histoire, mais après, on n'en sait pas plus. Donc, est-ce qu'on en C'est sait plus ça. dans le tome 2? Voilà, parce que Oui, j'étais on va très en apprendre. frustrée de ne Oui, pas oui. connaître la fin de l'histoire d'amour entre Entre- Yaïr et sa belle-fille. et oui, ah bah, ça sera dans le tome 2. Voilà, dans le tome D'accord. 2, on continue, voilà, les personnages, et puis l'action devient d'autant plus intense, puisque bien voilà, les choses sont en train de se nouer, et puis donc la pression exercée par la malpeste, hein, je peux peut-être en parler un petit peu de cette malpeste, de dire ce que c'est un petit peu, devient de plus en plus importante. L'attaque, la grande attaque finale, le coup d'attaque au début, le coup contre le château, on va dire, hein, le Castelliard de notre héroïne, n'était qu'un coup de main. Ils voulaient juste s'emparer de ce qu'il y avait dedans, mais maintenant ils vont lancer l'attaque, hein. Puisqu'en fait, cette malpeste, je vais vous en dévoiler un petit peu. Donc c'est un peu une sorte de virus, si on veut, mais un virus technologique, hein. C'est une création de nanorobots, en fait. Ce sont des nanorobots, hein, des organismes donc artificiels, mais qui ont une conscience collective. Et donc ils ont été créés sur la Lune. Au départ, c'était parce que les scientifiques lunaires et le dirigeant de la colonie lunaire voulaient créer un Homo lunaris, des hommes capables de voilà, adaptés, je veux dire, aux travaux sur la Lune et les planètes extérieures, une sorte de surhomme, sauf que en fait, ça n'a pas marché exactement comme ils voulaient. Ils voulaient augmenter ces humains par nanotechnologie, hein, par ces espèces de robots microscopiques, hein, qui circuleraient dans le sang, qui leur restaureraient une force. Sauf qu'en fait, ces robots microscopiques sont devenus intelligents et assimilent, en fait, ont assimilé, quand ils ont été injectés dans des créatures vivantes, ont assimilé l'intelligence de ces créatures. Et la première créature dans laquelle ils ont été injectés, c'était un chat, pour une expérience. Donc, Ah, ils ont pris du chat sa nature prédatrice. Et donc, après ça, finalement, ils ont colonisé un humain. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, s'ils sont inoculés dans une personne, en fait, ils vont commencer à se répandre, se dupliquer, se répandre dans la personne, et après ça, prendre le contrôle. Ils vont assimiler la personne, assimiler ses souvenirs, ses connaissances, les archiver, et après, ils ont la capacité de modifier en fait les corps, par exemple en assimilant aussi du métal, etc. Ils créent des espèces de ce qu'ils appellent des véhicules. Pour eux, ce sont des véhicules moitié machine, moitié organique. Ça peut être des animaux, ça peut être n'importe quoi. En fait, ils colonisent, et donc ils ont une intelligence collective qui s'appelle le Node Prime, qui est sur la Lune, lui, et qui, en fait, envoie sa volonté à chacun des nanorobots et dirige chacun, hein. Et après ça, il peut créer à volonté, il peut mélanger. Et donc, toutes les âmes, les psychés, hein, de tous ceux qu'ils ont assimilés, ils les conservent en banque de données, en quelque sorte. Et ils peuvent les réactiver pour celles qui les intéressent, comme des espèces de fantômes qui vont interroger. Donc, ils peuvent les mélanger, les réinjecter dans un corps. Voilà, donc c'est terrible. Ils peuvent très bien se répandre, par exemple, et rester dormants dans un organisme, hein, pendant des mois, jusqu'au moment où ils sont activés. À ce moment-là, la personne va se transformer, va devenir un de leurs véhicules, et donc voilà, et ce mal est en train de se répandre petit à petit. Et au début, mes héros, voilà. Alors elle va être Manoréwin, donc Faïria va être confrontée directement à ces créatures parce qu'elles vont attaquer le château de son peuple. Mais Yain aussi, hein, avec Bissan, celui qui l'aide, eux aussi, mais par contre, parce qu'ils vont voir tout à coup, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses pas normales qui se passent autour d'eux et qu'il y a un danger qui semble menacer, hein. Voilà aussi la fédération de Garonai. Et donc, ces deux couples de personnages, ces deux histoires vont petit à petit converger pour enfin se retrouver
et ben, ils vont devoir essayer de sauver ce qui peut l'être encore, quoi. Mmh. Donc voilà, et tout ça, ça va commencer à se nouer dans le second tome. Bon, donc on attend avec impatience le mois de mars, c'est ça? Fin du mois de Voilà, mars? c'est ça. Normalement, D'accord. il devrait sortir au mois de mars. Si ça prend Mmh. un peu de retard, parce que je ne suis pas un maître, mais normalement, Mmh. voilà, les dernières corrections ont été faites. Il Mmh. devrait partir en impression, donc il devrait être disponible dans pas longtemps. Voilà, D'accord. soit mars, soit début avril ou mi-avril, je pense au plus tard. Mmh. Donc c'est un univers très foisonnant. Moi qui ne suis pas habituée à lire des livres de science-fiction, fantasy, j'ai quand même trouvé ça, facile à lire parce que vous parlez de plein de personnages, plein de d'animaux, mais c'est tout à fait compréhensible et puis, il y a vraiment beaucoup d'action donc Oui, c'est vraiment, très très intéressant et ce que j'aime bien moi, c'est aussi, les références à la langue d'oc, qui me semble, non? tout à Avec fait, le tout à fait. Quasilaire, C'est ça. les Castaliars, les Prétoriards, enfin je les prononce un Pretoria, oui, tout peu. à fait. Oui, oui, j'ai voulu donner un ton comme ça, justement, où il y a un retour à cette civilisation d'Oc finalement, puisque voilà, ces régions se sont retrouvées coupées du reste du monde et chacun a redéveloppé certains particularismes. Et donc, j'aimais bien comme ça mêler la langue d'Oc voilà, dans une nouvelle langue, donc, et en reprenant comme ça des mots, des accents, quoi, on va dire une sonorité hein, Mmh. qui rappelle justement cette langue d'Oc voilà, voilà, qui était un peu, mais qui est fait un peu médiéval. Et donc, parce que c'est vrai qu'il y a un mélange dans cette histoire un petit peu, voilà, de ce que je disais, d'archaïsme et d'ultramodernité. Et donc, vous parliez on va dire, justement, d'un côté très fantasy, etc. C'est vrai il y a un côté très épique dans cette histoire. Oui. Voilà, c'est de Mmh. la science-fiction, mais il y a un côté quand même très, très épique avec voilà, des combats, et puis oui, des ponts un petit peu entre les deux. Donc, je me suis vraiment régalé. Il y a quand même pas mal Mmh. d'action, hein, ça bouge Oui, beaucoup. oui, oui. Ça bouge beaucoup, oui. Oui, oui et oui et puis c'est vrai que, dans tous vos livres, en fait, il y a, des allers-retours entre le passé, entre l'histoire, hein. C'est des livres ancrés dans l'histoire et avec, heu, un lien vers le présent ou le Le présent ou le futur, futur, tout à fait. C'est vrai que moi, mmh. à la base, enfin à la base, au départ, je suis de formation, je suis historien, hein, puisque j'avais fait mes études donc d'histoire à l'université du Mirail, justement à Toulouse. Et j'ai toujours été passionné par toutes les périodes historiques, mais en particulier aussi le Moyen Âge, l'Antiquité. Et donc, c'est vrai que l'histoire est une source d'inspiration extraordinaire. On trouve, voilà, par exemple, là, les prétoriens justement, dans Terre, voilà, qui rappellent les prétoriens qui avaient justement la Mmh. garde prétorienne de l'empereur à Rome. Hein, pareil, la civilisation, elle, d'Étoile, justement, rappelle un peu les clans Scott, ou par exemple, est beaucoup plus imprégnée de féodalité. Hein, alors, je me suis amusé, justement, je me disais, mais voilà, si on a des espèces de clans qui se reforment, moi, l'idée justement on va dire, de robots, justement, à un moment donné, puisque cette civilisation, ils ont récupéré des robots de combat, Oui. voilà, Ils ne savent pas de trop 6 les mètres. utiliser d'ailleurs, si? Voilà, Enfin, ils ils savent. ont l'air d'être un peu démunis face à eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont ces robots de combat, ce qu'on appelait des armes à Borg. En fait, celles-là, elles étaient tellement sophistiquées qu'en fait, elles n'ont jamais servi. C'est-à-dire qu'avant le cataclysme, c'était les dernières générations d'armures de combat. Et puis, le problème, c'est que leur ordinateur était tellement sophistiqué, en fait, que quand le pilote se met dedans, il se met en symbiose, en fait, avec l'esprit de la machine, enfin, avec la machine. Et donc, petit à petit, les utilisateurs se sont rendus compte que la machine avait développé une propre psyché, c'est-à-dire que tout à coup, un espèce d'avatar qui apparaissait au pilote dans l'interface et qui commençait à avoir des rapports assez d'ailleurs étranges et étroits avec le pilote. Et donc une véritable personnalité. Et ça a rendu très nerveux les généraux et les gens qui utilisaient ces armures, parce que d'avoir une armure de 6 mètres de haut capable de raser une ville qui se met à penser, ça n'a Mmh. pas du tout amusé les militaires. Donc en fait, ils les avaient toutes mis au rebut en attendant de les reprogrammer, sauf qu'en fait, le cataclysme est intervenu et elles sont restées là. Dans des espèces de hangars souterrains, parce qu'elles, justement, il y avait une sécurité, c'est qu'elles ne peuvent pas s'activer toutes seules. Ces armures ont besoin d'un Mmh. pilote pour les Mmh. activer. C'est une sorte de verrouillage. Mais par contre, après le cataclysme, il y en a qui les ont retrouvés. Et donc, les pilotes, justement, les Sibériens, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu bizarres. Ils ont des rapports étranges avec leur armure. Certains peuvent même tomber amoureux de la psyché de leur armure parce qu'elle leur Mmh. apparaît sous la forme, par exemple, d'une femme, etc. Et comme ils sont tous les deux, donc
c'est vraiment étrange. Il y a même des fois des armures quand leur pilote meurt, quand leur Sibéria, on les appelle les Sibéria, meurent, qui arrivent à s'auto-suicider, quoi, en quelque sorte, qui se font exploser parce qu'elles ne supportent pas. Voilà. Mmh. Donc, voilà, ça fait partie de tout cet univers et je me suis vraiment régalé à écrire tout ça. Mmh. Oui, oui et on se dirait presque dans ça pourrait être facilement transformé en jeu vidéo ça, Ah, il y je sais aurait le pas si, background pour faire un jeu mmh, vidéo. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Alors, je ne sais pas s'il est dur d'en parler, mais on a un projet autour de cet univers déjà, voilà, qui est en train de se mettre en place avec mon éditeur, donc chez Léa Édition, avec Jean-Philippe Mossy, qui est mon éditeur, qui a été lui le premier à croire en cet univers. C'était aux Imaginales à Épinal, ça doit faire maintenant 2 ans de ça. Euh, Fort tard le soir sur un succulent rhum mmh, dans un bar d'Épinal. Nous avons discuté et je lui avais présenté, un petit peu comme je l'ai fait là, l'univers du livre. Et donc, Jean-Philippe étant, entre autres, étant éditeur, lecteur et en plus joueur de jeux de rôle, tout de suite a mmh. vu un petit peu l'univers, l'univers lui a beaucoup plu et il m'a dit bah, écoute, oui, ça m'intéresse, envoie-moi le livre. Donc, je lui ai envoyé et bon, ça lui a plu tout de suite. On a décidé de l'éditer. Vraiment, il a tout de suite accroché. Et donc, on a un grand projet autour de cet univers aussi, avec la collaboration de mon ami Lionel Marty, qui est l'artiste qui a fait Pour la l'illustration de couverture couverture, et à l'intérieur, non aussi? voilà, et les Non. cartes qui se trouvent dedans, voilà, et les Mmh. dessins qui se trouvent à l'intérieur. Mmh. Voilà. Lui est auteur de bandes dessinées chez de nombreux éditeurs comme Dupuis, Delcourt, etc., Glénat, et qui est mon ami d'enfance. On se connaît depuis le collège, donc ça fait bien longtemps. Et donc, on avait plein d'univers en commun, dont celui-là, et donc on est ravis de travailler ensemble dessus. On a envie de le développer, de faire plein de choses autour. On a plein d'idées. Voilà, ça bouillonne. Donc, et là, je vais devoir écrire le 3e tome bientôt. Ah donc le troisième tome n'est pas encore, écrit parce que je pensais que vous aviez toute une trame vu la Ah, j'ai richesse la du trame. livre. Vous J'ai toute avez une la trame. trame parce que vous avez parlé il y a 2 ans, mais je pense que vous l'avez commencé bien avant, Ah non? non, oulala, oui, je l'ai commencé Mmh. bien avant, bien avant. C'est un livre que j'avais écrit le background et le premier livre il y a un moment, hein, il y a plus d'une dizaine d'années. Mais alors à l'époque, j'avais commencé à le proposer à des éditeurs, mais alors, comme tous les livres un petit peu bizarres et en frontière de genre, pour trouver un éditeur, c'est pas évident. Et à ce moment-là, je n'avais pas réussi à trouver d'éditeur. Et après, j'avais écrit d'autres livres, j'étais sur d'autres séries, et puis une chose en enchaînant l'autre, j'avais pas eu l'occasion de le représenter. Je l'avais mis un peu de côté en disant c'est pas le moment, je sais pas, c'est peut-être pas en ce moment. Je le garde sous le coude, puis je verrai quand peut-être à un moment donné, ce sera le bon moment ou si je trouve la bonne personne. C'est souvent comme ça, hein, d'ailleurs, en fait, dans l'édition. J'ai plusieurs de mes séries. J'ai une de mes séries, par exemple, qui était Prairie, qui s'appelait Prairie, ou pareil, je l'avais présenté à plusieurs éditeurs, ça leur parlait pas, et puis soudain, on me dit, bah, c'est super, voilà, ça me plaît. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais voir, j'attends un peu. Donc, je l'avais gardé. Et puis, quand on s'est rencontré avec Jean-Philippe et qu'on a commencé à discuter, je me suis dit, tiens, lui, ça pourrait lui plaire vraiment, cet univers, et ça va pas lui faire peur. Et donc, du coup, je lui ai présenté et effectivement, ça lui a plu. Et donc, après, ben, je lui ai parlé justement des 500 pages de background que j'avais écrit. J'ai dit, tiens, je sais que j'ai 500 pages de background. Il m'a dit, ah, ben, j'ai une idée, on va faire quelque chose avec. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant, je suis tenu au secret professionnel, mais il y a quelque chose en Mmh. préparation pour cet automne aussi, normalement, autour de l'univers de Terre. Oh super, c'est bien. C'est bien plein de Voilà. on est entré dans oui, parce qu'une fois qu'on est entré dans cet univers, c'est vrai qu'on a envie de s'y plonger encore plus, Ben, moi, c'était mon envie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, moi, en tant que lecteur, j'aime beaucoup justement les livres et les romans, les univers comme ça, où on a l'impression que l'auteur, alors il nous raconte l'histoire, et il se laisse pas. Parce que la difficulté quand on décrit un univers de manière tellement complète et on met tellement de choses dedans, le piège pour l'auteur, c'est de se laisser dou- enfin, vraiment submerger par son univers et avoir envie d'en montrer trop finalement et que ça nuise à l'histoire. C'est-à-dire que, mmh. voilà, après, justement, ça devienne difficilement lisible, que le lecteur s'y perde. Et ça, c'est vrai
on a tellement de choses, on a tellement envie d'en mettre que des fois, voilà, il faut se dire non, tant pis, ben, même si j'en montre que ça, que le petit bout émergé de l'iceberg, c'est pas grave. Eh bien, le lecteur, par contre, le lecteur sent que euh, eh ben, si on interroge l'auteur, il y en a encore sous la pédale, en quelque sorte, que c'est pas un Oui, décor de cinéma. Voilà, que mmh, si on fouille, l'auteur sera capable de dire oui, en fait, ça, c'est pas juste comme un décor de saloon, ça fait où derrière il n'y a rien, mmh, mais qu'en fait derrière il y a plein de choses et que si voilà on cherchait, et donc on espère justement, j'espère bien pouvoir faire partager tout ça aux lecteurs qui auront mmh. aimé cette histoire et qui puissent plus fouiller et découvrir cet univers encore plus en détail. Donc Oui, parce qu'il y a plein d'énigmes, on se pose plein de questions, voilà c'est donc ça. et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose derrière, mais on qu'on connaît pas encore. On connaît pas Et encore oui, tous les voilà. secrets. Donc, alors il y a plein de choses, voilà, que j'ai laissées dans l'ombre après Mmh. volontairement. Puis bon, après j'aurais plein de pistes aussi pour développer des histoires parallèles. Mais justement, ça me fait dire quoi. Bon voilà, si le livre marche et s'il plaît, si la série plaît, après, derrière, j'ai mis 1000 histoires. Voilà, juste il n'y a pas très longtemps, on était avec mon ami justement Lionel Marty, là, qui a fait des illustrations. On discutait de certaines illustrations qu'il est en train de faire justement sur l'univers. Et puis il me dit tiens, regarde, j'ai fait une illustration. Je dis ah oui, tiens, ça me donne une nouvelle idée. Alors je dis tiens, ben, regarde, ouais, un scénario comme ça serait génial, machin, tout ça. Bon, hop. Mmh. Donc il va falloir que je me réfrène un petit peu justement. Mais par contre, la trame du 3 est entièrement construite parce que moi j'avais construit la trilogie dès le départ. J'avais la trame des 3. Donc Mmh. là, j'avais les deux premiers qui étaient déjà. Bon, le premier était entièrement corrigé, écrit, etc. Le deuxième, bah, il était écrit, mais il fallait encore que je le retravaille, que je le corrige un petit peu. Donc là, ça y est, c'est fait. Les dernières corrections partent ce soir. Mmh. Donc après, là, je m'y mets. Et normalement, mon éditeur, s'il écoute, devrait les avoir ce soir. Tu les auras ce soir. Et, Mmh. et donc le troisième, tout de suite après, voilà, on va enchaîner sur autre chose et le troisième va suivre aussitôt. Normalement, là, dans les mois qui viennent, je vais être immergé dans l'univers de Terre pendant encore un petit moment. Mmh. Voilà. Parce Et que vous avec n'avez pas plaisir parce sorti que Terre, vous que avez sorti d'autres livres, notamment pour la oui, jeunesse. tout à fait. La le plus récent, c'est, Libertalia, non? Alors, Libertalia, l'année dernière, Ouais. c'était l'année dernière, je ne sais pas, Mmh. ça devait être dans l'automne, Mmh. Et voilà, là, qui est c'était, sur l'esclavage ouais. à Nantes, qui se déroule à Mmh. Nantes, donc sur le commerce Mmh. triangulaire un petit peu. Là, le dernier est paru juste, bah, c'était Yoko, À enfin Yoko, dont avant-dernier, on Yoko, parlera demain. dont on parlera demain, donc là, qui est Mmh. plutôt jeunesse, enfin, même s'il peut être lu par des adultes, hein. Et le tout dernier livre qui vient de sortir, c'était il y a une semaine ou il y a une dizaine de jours. Enfin, ça s'est trouvé que le calendrier faisait qu'il est sorti quasiment pas concomitamment, mais presque avec Yoko. C'est Le Roi de cœur, donc qui est D'accord. un polar ésotérique un peu dans la lignée du Da Vinci Code. Le second tome, en fait, d'une série. Enfin, qui n'est pas vraiment une série qui se suit, hein, mais enfin les mêmes personnages. Le premier s'appelait Un pape pour l'Apocalypse, pareil, un polar ésotérique aussi, et donc avec des personnages récurrents qu'on retrouve hein, dans les deux. Donc on suit enfin, voilà, les enquêtes d'un policier, d'un commissaire, enfin d'un capitaine qui s'appelle Malo Sinclair, euh, donc Milord? capitaine de la brigade. Non, Malo Surnommé Milord? Sinclair. Ah, Malo Sinclair. surnommé Milord par, Norman Miller, voilà, ah, tout à fait. j'ai vite vu, j'ai regardé vite fait, mais je Voilà. sais pas si c'était pour les adultes, les enfants, c'est, Ça, c'est pour les adultes, civique? voilà. Ça, Pour c'est les pour adultes, adultes. Oui, oui, d'accord. pour adultes, voilà. Mmh. Donc, dans le premier tome, Malo, qui est un policier, on va dire, émérite de la crime à Paris, a fait une bavure. En fait, il a refait le portrait d'un jeune violeur qui, un jour, dans son commissariat, manque de bol, c'était le fils d'un ministre. Et donc, on l'a envoyé un petit peu au vert, Mmh. au fin fond de Mmh l'Auvergne, dans mh. le Cantal, chez moi, à Aurillac. Voilà, donc retour Voilà, à la donc campagne. c'est ça, au milieu des vaches. Et donc lui, il s'ennuie comme un rat mort. Et puis en plus de ça, il a un second qui est pour lui une calamité. C'est un véritable phénomène. C'est Albert. Hein. Et donc Albert, c'est un Cantalou pur jus. C'est à peu près. Puis lui, enfin pour lui, Albert, c'est le dernier représentant d'un Néandertal en France, hein, quasiment. C'est-à-dire, il fait pratiquement 2 mètres de haut. Il est taillé comme un tank. Il est né pour jouer au rugby et ça tombe bien parce qu'il y joue effectivement. Il a tout le temps on va dire le bon sens paysan et
les dictons en patois de sa grand-mère qu'il lui sort toujours au plus mauvais moment. Mais par contre, il a Albert, bon, en fait, il déménage comme personne. Hein, il a un organe quand il parle, il ne parle pas. Albert, il crie, et puis, enfin, et puis quand il parle, c'est une corne de brume, quoi. C'est voilà, c'est insupportable. Donc lui, il n'en peut plus. Il mange comme 10, enfin, il engloutit des portions de truffade, le plat national. Mais alors, lui, il le regarde manger, mais il dit c'est pas possible. Comment il fait ce type? En engloutissant ça avec des boissons, du cru, du bierlou, du tonton, du machin, plus ou moins foudroyant selon que c'est avant ou après le repas. Et donc, pour lui, c'est Un vraiment un autre monde. pithécanthrope. C'est un autre monde, voilà. Mais Albert a des éclairs de génie et trouve toujours, Mmh. même sans le faire exprès, le moyen de le mettre sur la voie. Mmh. Et Albert a un pouvoir extraordinaire, c'est que malgré tout ça, il a une mémoire, et dès qu'il lit quelque chose ou qu'il entend quelque chose, il le retient par cœur. Donc voilà. Et donc ce duo improbable de héros, dans le premier, se trouve confronté à une série de meurtres, en fait, à Aurillac, dans ma ville. Hein. Donc on a redécouvert, et ça c'est vrai, hein, je suis parti de fait réel, une ancienne abbaye du 9. D'accord. Mmh. Voilà, une ancienne abbaye et donc où avait étudié donc Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000, hein, qui a été pape en l'an 1000. Et une légende qui court sur Gerbert est celle qu'il aurait eu dans sa possession une tête mécanique qui répond pour oui ou non aux questions qu'on lui pose. Et donc on a retrouvé cette tête extraordinaire. Elle a été volée. Il y a un meurtre qui s'ensuit. Et donc mes héros vont se lancer à la poursuite du meurtrier, ce qui va les amener à traverser toute l'Europe. Donc, ça, c'était le premier tome. Voilà. Et le deuxième donc vient de paraître, qui s'appelle Le Roi de cœur. Voilà. D'accord, super. Bon, mais donc, ça promet de belles lectures en perspective. Alors, J'espère. demain, on ne parlera peut-être pas du Roi de cœur, on va parler d'abord de Yoko Tout et à fait. peut-être des autres, livres aussi si on a le temps. En tout J'espère. cas, merci beaucoup pour, votre disponibilité et votre enthousiasme et tous Ben, vos merci à mots. vous. Voilà. Au revoir, Merci à demain. beaucoup. Au revoir. À demain.